Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Edgar Dutreil. Je suis consultant chez Murano Conseil. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation interne sur des sujets qui vont de... Ouais, donc il y a des gens qui se connectent, donc je continue doucement mon intro. Je commence pas tout de suite. Donc sur des voilà, ça va sur on accompagne les entreprises donc sur des sujets de réorganisation des équipes, d'introduction aux nouvelles pratiques, de tests et d'ajout de nouveaux outils digitaux. À titre personnel, je me passionne pour les nouvelles technologies et plus particulièrement sur l'usage qu'on peut en faire dans une entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est aussi bien le comment ça marche que le pourquoi faire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil digital qui pourrait faire un jour partie de ce que j'appelle l'étagère digitale, ou le tech stack, hein, comme disent nos amis anglo-saxons, en marketing. Donc cet outil, ce qu'on appelle une Customer Data Platform, une plateforme conçue pour traiter et rassembler l'ensemble des données clients au sens large de l'entreprise. Nous allons voir au cours de ce webinaire à quoi ressemble une CDP et de quelles différentes manières il ou elle, enfin, moi je dis plutôt elle, mais elle va pouvoir aider le digital marketer à réaliser son difficile mandat. Donc ce webinaire n'est ni trop technique ni trop général. Il couvre aussi bien les enjeux que le contexte d'utilisation d'une CDP. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et surtout n'hésitez pas à poser vos questions à la fin du webinaire à l'aide du chat prévu à cet effet qui se trouve à droite de votre écran. Alors, okay. J'attends un petit peu que les gens se connectent et puis je commencerai voilà, d'ici 2-3 minutes. La slide s'affiche. Okay. Quelle erreur. Tu dis quelle erreur par rapport au timing. Tu dis quelle erreur par rapport au timing. On y va? 14, ouais, 14. Petite minute. Ok, je vais commencer le webinaire. Alors, pour la mise en jambe, j'aimerais dire quelques mots sur le digital marketer, le principal concerné par cette solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, avec l'explosion du nombre de startups, notamment de startups qui proposent des solutions digitales, avec la banalisation d'Internet et du e-commerce, voire même à cause du Covid, qui a joué le rôle d'accélérateur, euh, une bonne stratégie de distribution digitale est devenue incontournable aujourd'hui. Il y a des chiffres, hein, tous les chiffres vont dans ce sens. Hein. On sait que 55% des startups
ont aujourd'hui une stratégie de distribution digitale. Ce chiffre est moins important pour les autres entreprises. On se demande plus pourquoi, 38%. La plupart des entreprises créées avant l'ère digitale ont aujourd'hui une présence en ligne. Et la proportion d'entreprises ayant implémenté une approche big data pour accroître les ventes est passée à 58% en 2018. Donc, dans ce contexte, le rôle du manager en marketing digital a pris une importance considérable. Pour une entreprise réalisant l'essentiel de son chiffre d'affaires en ligne, il est impératif que le CMO ait une culture digitale ou qu'il compte dans son équipe au moins un profil capable de décliner la stratégie pour chaque canal, web, mobile, réseaux sociaux, sites web, etc. Donc, décliner la stratégie, mais aussi conduire les campagnes publicitaires en ligne efficacement. Si on voulait forcer le trait entre hier et aujourd'hui, je dirais même que le digital marketing, là où le digital marketing était au mieux une brique séparée de la fonction marketing, aujourd'hui, ces deux fonctions, marketing digital et non digital, sont soudées. L'APEC avait sorti un panorama sur le marketing digital en 2015, et je vous invite à y jeter un œil car ça a été très bien fait et toujours d'actualité. D'ailleurs, fondamentalement, le rôle du digital marketer n'a pas beaucoup changé. On a une casquette de stratège, savoir où on vend, à qui on vend et comment on vend. On a une casquette d'analyste. Plus de la moitié des données du web ont été créées ces 2 dernières années. Google Analytics est gratuit. Il y a donc un formidable défi à relever en matière d'analyse de la donnée. Je développe pas, hein, c'est pas le but. Voilà, une troisième casquette de technicien qui est très importante. Le tech stack, dont on a parlé tout à l'heure, doit être constitué intelligemment. Pas d'achat compulsif. Tous les jours, une nouvelle solution de marketing digital voit le jour. Et même s'il y a maintenant des comparateurs assez exhaustifs, je dois dire, comme G2, il reste très difficile d'objectiver le ROI de ces solutions, voire même de comprendre ce que ces solutions vont apporter au métier. Alors, bien sûr, il faut évidemment tenir compte de la taille de l'entreprise. La direction marketing d'une entreprise de grande taille va s'entourer de professionnels du digital. Vous avez peut-être entendu parler voilà, donc il y a le traffic manager, il y a le community manager, vous avez le responsable marketing opérationnel digital, le responsable marketing relationnel, tout ce qui est CRM. Vous avez le business analyst en marketing, vous avez le yield manager, vous avez aussi le responsable des contenus numériques, le content manager, etc., etc. Ça peut devenir très complexe. Donc chacun de ces experts répond à une problématique particulière et dans un grand groupe, le digital marketing, le DMM, digital marketing marketer, manager, a aussi cette casquette de manager. Alors, si on parle des objectifs, comme vous le savez, si le commercial est en première ligne, le marketing en deuxième ligne, on pourrait même dire que son objectif principal, c'est d'accroître les ventes. De plus en plus, les marketeurs sont incentivés sur ce KPI, qui est le chiffre d'affaires. Et pour y parvenir, il faut mettre en place des tactiques à chaque étape du tunnel de conversion. Donc, attirer des prospects vers le site Internet, c'est voilà, la curiosité. Faire en sorte que le prospect s'inscrive, qu'il s'enregistre. Il y a son intérêt qui est là. Ensuite, qu'il achète. On est dans la conversion. Et enfin, qu'il revienne. Fidélisation. Je schématise un peu pour aller vite, mais c'est un objectif important. Un objectif qui est sous contrainte, puisque on a une contrainte de temps. Le marketing, c'est souvent cyclique. On a des campagnes marketing limitées dans le temps. Il faut être capable de driver la campagne, mais aussi d'en tirer les conclusions. Voilà, donc ce qui nous amène à la deuxième contrainte, qui est l'analyse de la donnée. Parce que qui dit tirer des conclusions, dit pouvoir analyser toute la donnée qui est à ma disposition. Et je reviendrai bien sûr sur ce point. Il y a voilà, le fait que le message ou les messages doivent être en conformité avec l'image de marque, ce que j'appelle le brand management. Il faut une cohérence d'ensemble. On parle ici donc d'une collaboration étroite entre DMM, CMO, brand manager. On a une contrainte par rapport aux outils, bien sûr, qui sont les outils qui sont à ma disposition.
en tant que DMM. J'ai pas d'autres outils que cela, donc il faut en tirer le maximum. Euh, voilà. Et bien sûr, parce qu'on est sous contrainte de coût, hein, donc c'est la dernière contrainte. Digital Marketer est obligé de rapporter constamment l'efficacité de sa campagne au coût de la campagne. Donc comment objectiver cela? Comment isoler ce ROI? Réponse, vous le devinez, grâce à la donnée. Donc au-delà de ces contraintes, on a des tendances, hein, donc, j'aimerais quand même rappeler rapidement les tendances, les principales tendances que vous connaissez peut-être et qui nécessitent de la part du DMM et de la direction une certaine vigilance. Donc, la première tendance, c'est l'explosion du volume de données marketing exploitables. J'aime bien donner ce chiffre qui est sorti cette année. Netflix aurait économisé 1 milliard de dollars en rétention client grâce au big data. Donc c'est vraiment une boîte qui est en maîtrise de sa donnée. Deuxième tendance, on a la multiplication des solutions digitales. Donc, je l'ai dit, au premier rang desquels les outils d'analytics qui vont me permettre d'analyser la donnée. Nous allons voir dans 3 slides ce que ça veut dire. Et donc une troisième tendance qui est, elle, une menace et qui est la saturation des ad networks. Donc les chiffres le prouvent, hein, les publicités sur Google Ads et Facebook Ads, les principaux fournisseurs d'emplacement, sont de plus en plus chers. Pourquoi? Parce que l'espace disponible est constant, mais que le volume de publicité explose. Donc on a atteint un niveau de saturation, le cerveau humain ne pouvant retenir qu'un nombre limité d'informations. Les annonceurs qui veulent être visibles sont contraints de remettre la main au portefeuille et de dépenser toujours plus. Et on a une quatrième tendance qui a fait couler de l'encre récemment, qui est la suppression possible des cookies et qui pourrait, entraîner le recul d'acteurs historiquement dominants comme Criteo, voire entraîner leur disparition. De remettre en question le business model de Facebook, Google et compagnie. Et trois, l'émergence de nouveaux acteurs comme Quarry, par exemple, qui se base sur la NLP, Natural Language Processing, comme une alternative aux cookies pour, pour identifier les prospects sur Internet. Donc c'est du machine learning, je ne développe pas. Et je rentre un peu plus dans le vif du sujet pour faire ma transition vers la CDP, vous emmener un peu plus en douceur vers l'outil. Donc, je vais vous présenter ce que j'appelle l'étagère logicielle du DMM, et c'est-à-dire les catégories en fait de solutions techno qu'il est amené ou pourrait être amené à utiliser. La plupart de ces solutions font partie aujourd'hui des connaissances de base. Donc, je passe un peu vite là-dessus. Si vous êtes, donc je schématise, hein, le DMM doit atteindre des objectifs souvent chiffrés sous contrainte budgétaire. Donc, voilà, objectif, contrainte budgétaire. Donc vous n'avez pas trop de marge par rapport à ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est d'arriver à se familiariser finalement avec l'écosystème tech qui compte 7700 applications si on prend la rubrique Martech pour marketing technologie, de façon à pouvoir disposer sur l'étagère des solutions digitales qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs pour un budget donné. Voilà, donc je passe en revue rapidement les principaux outils. J'ai regroupé en 3 catégories. C'est une classification un peu arbitraire, mais je la trouve pertinente dans le contexte du webinaire. Advertising Analytics et Customer Experience. Vous avez donc les logiciels de retargeting tels que Criteo, Addictive, qui permettent de recibler des prospects identifiés comme tels. Vous avez DMP, hein, pour Data Management Platform, qui collecte des données first, second et third party, qui permet de segmenter l'audience à grosse maille. Vous avez les logiciels de programmatique ou RTB pour real-time buying, real-time bidding, pardon, qui sont utilisés par les trade marketers pour acheter les emplacements publicitaires qualifiés. Vous avez les AMV, Ad Measurement Vendor, qui sont des éditeurs de logiciels spécialisés dans l'évaluation de la qualité des inventaires publicitaires. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire que dans la présentation que je vous enverrai, vous aurez la description de chacun de ces logiciels. Là, je ne l'ai pas mise pour faciliter les lectures. Vous avez la SEA, que tout le monde connaît, qui est une tactique publicitaire consistant surtout à acheter des mots-clés pour améliorer le référencement dans les moteurs de recherche. Vous avez les trackers, là on est sur une autre catégorie, donc on appelle ça aussi des analytical tools, des instruments d'analyse, au premier rang desquels Google Analytics, et qui traquent la donnée afin de renseigner le DMM sur l'impact d'une campagne sur le trafic,
donc l'impact de l'UX sur un taux de conversion, les canaux qui performent, etc. Enfin, vraiment, c'est très large. On a la SEO, hein, qui est avec la SEO un des deux versants du marketing basé sur les search engines. Il s'agit ici d'améliorer le référencement du site internet et l'expérience client sur le site internet à travers des tactiques telles que le link building ou le l'A/B testing. Le CRM permet donc de gérer la relation client, vous connaissez tout ça, et de segmenter la clientèle sur un mode plus ou moins automatisé. Et enfin, le marketing automation, qui est une solution embarquée de CRM ou de tiers, logiciel tiers, et qui permet d'envoyer des contenus plus efficacement à une clientèle cible. Alors, hop. Donc, maintenant que nous avons vu à quoi pouvait ressembler le tech stack, je vous propose de regarder ensemble ses limites. Je vous propose pour cela une petite mise en situation. Donc, voilà, vous êtes le CMO d'une société de distribution qui fait 20 millions de CA, donc 90% en ligne. Votre budget marketing a doublé il y a un an pour passer à 500 000 euros. Pour assurer un maximum de visibilité à vos produits, vous êtes présent sur les réseaux sociaux et vous publiez régulièrement sur votre site marchand que vous avez refondu depuis peu. Par ailleurs, vous disposez d'un couple DMP-DSP, hein, donc je rappelle Data Management Platform, Demand Side Platform, donc de la programmatique, de plusieurs outils d'analyse et un abonnement Criteo. Voilà. Vos contenus et displays sont visibles sur 30 plateformes, dont Facebook, Google, Twitter. Le problème, c'est que, depuis quelques mois, vous constatez que vos ventes stagnent, voire amorcent un léger déclin. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir investi, puisque vous avez fait une campagne publicitaire importante, et votre DMM, je vous rappelle, vous êtes le CMO, vous suggère de recruter un analyste pour pousser l'analyse à fond. Donc en fort intérieur, votre fort intérieur, vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne solution. Vous savez intuitivement que vous avez accès, grâce à vos outils CRM, DMP, Google Analytics, HubSpot, etc., à un gisement de données. Au fond, vous préféreriez savoir s'il n'est pas possible de remettre à plat l'analyse de ces données. Vous cherchez un angle d'attaque un peu plus subtil que recruter un énième expert qui vous coûtera 70K par an. Le problème, c'est quoi? Donc, vous avez accumulé au cours des années des logiciels sur l'étagère. Ces outils, vous les utilisez plus ou moins souvent, mais jamais ensemble et de façon un peu silotée. Vous récoltez des données third party, mais vous ne cherchez pas à savoir qui parmi ces prospects a montré un intérêt pour des produits comme le vôtre, ni comment les inclure dans votre stratégie de mailing. Donc, sans savoir comment, ni sous quel angle solliciter leur attention. Bref, vous avez le sentiment que vous passez un peu à côté de ce que la data peut offrir. Alors, une CDP, c'est quoi? Donc, Customer Data Platform. Souvent, les noms de logiciels ne sont pas très parlants. l'A/B testing, par exemple. Là, c'est assez clair. On a une plateforme qui va vous permettre de rassembler toutes vos données à un même endroit. C'est de les exploiter et de restituer les résultats de cette analyse dans un seul et unique dashboard. Donc, avant la CDP, vous aviez 25 dashboards. Là, vous n'en avez plus qu'un. Avant d'entrer dans le dur de la... oui, donc, pardon. Donc, que va vous apporter la CDP? Comment la CDP résout-elle le problème de tout à l'heure? Avant d'entrer dans le dur de la proposition de valeur, je veux reformuler un peu plus précisément les fonctionnalités de la CDP. Donc, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle un panel de sources de données, un flux de données ou data flow. C'est un peu comme une rivière. Donc, vous avez une source ou des sources. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et vous avez une destination ou plusieurs destinations. Si on file la métaphore, c'est un peu comme le delta d'un fleuve à l'embouchure. Donc, ce panel de data source, c'est vous, votre DMM, ou votre DMM, un digital marketer en charge, qui allez le composer. Voilà, vous avez donc une illustration là. Le deuxième point, c'est voilà, en recoupant les données, vous allez pouvoir unifier les touchpoints du client à travers les plateformes et les canaux. Et c'est de loin le principal cas d'usage de la CDP. On en a développé 17 autres, oui ça, mais c'est évidemment pas le but de ce webinaire de tous les passer en revue. Unifier les touchpoints, ça veut dire que désormais vous savez
où a lieu la conversion, pourquoi elle a lieu et comment en tirer parti. Vous allez enfin pouvoir automatiser et harmoniser vos reportings. Alors attention, une CDP, ce n'est pas une application, c'est à la fois zéro et une multitude d'applications. C'est ce que j'appelle un hyperconnecteur. Donc pour le reporting, il vous faut un éditeur de dashboard responsive, user-friendly, OpenStack. Voilà. Excusez-moi pour les termes un peu tech, mais vous avez probablement entendu parler des logiciels de business intelligence. Ça se combine très bien avec de la CDP. Donc, je termine sur la proposition de valeur. La CDP dans les grandes lignes va vous permettre une segmentation plus fine et semi-automatisée de la clientèle, actualisée en temps réel. Donc là, on touche à une branche de l'analyse des données qu'on appelle l'Event Level Data Analysis, c'est-à-dire l'analyse de données qui sont reliées à un événement. Par exemple, le consommateur clique sur un bouton d'action. Une expérience client plus qualitative qui se traduit par un taux de conversion et de fidélisation plus élevé, une vision d'ensemble et en temps réel des opérations de marketing digital, et enfin, une gestion plus efficace de son budget marketing, voilà, donc campagne publicitaire et mailing, et donc de son ROI. Donc, je vais m'attarder un peu sur ce dernier point, la question de la gestion des coûts grâce à la CDP. Donc là, vous avez Data Studio, vous connaissez peut-être, hein, qui est un outil sorti récemment par Google, il y a quelques mois, et qui est un outil de data visualisation qui vous permet d'afficher intelligemment les restitutions. Donc, vous connectez Data Studio à la CDP. La CDP elle-même connectée à vos 30 sources et quelques de données. Et ça va vous permettre d'avoir en temps réel des informations très pertinentes sur le coût qui correspond à chacune de ces plateformes et également ce que va vous rapporter chaque plateforme. Voilà, donc je ne détaille pas, mais vous avez compris l'idée. En faisant une analyse data avant-après campagne, à partir de ces restitutions de CDP, vous allez pouvoir calculer très précisément votre ROI. Alors, j'ai fait quand même une slide sans trop rentrer dans pardon, hop, sans trop rentrer dans la technicité. Je vous ai fait une petite slide sur le fonctionnement d'une CDP. Alors là, vous voyez que donc avant, on a une sorte de chaos dans la donnée avec des applications un peu partout, des plateformes un peu partout. Alors bien sûr, ça dépend de chaque entreprise, mais l'idée de la CDP, ça va être de rationaliser tout ça et à travers un hyperconnecteur, de pouvoir streamliner vos flux de data. Donc ça, c'est assez facile. Je vous ai fait un petit schéma pour bien visualiser comment fonctionne la CDP. Alors, ça commence par la connexion à des sources de données marketing. Hein, je développe pas, vous l'avez compris. Vous avez autant de sources que vous voulez. Alors, en sachant que chaque éditeur va proposer un catalogue de données, vous pouvez bien sûr rajouter des sources. Votre CDP intervient à ce moment-là et à travers des logiciels de traitement de la donnée et une approche que j'appelle extraction, transformation, chargement des données dans un entrepôt de données. Vous allez avoir une transformation de la donnée et, in fine, un affichage de la donnée à travers des outils que vous connaissez peut-être, qui sont des outils de visualisation de la donnée, comme Looker, je cite les plus importants, Sisense, il y a un français, Toucan Toko, vous avez Click, que vous connaissez, Tableau, qui est le leader en Amérique du Nord. Voilà. Donc, vraiment, un process en 3 bandes. La connexion aux sources, la transformation et l'affichage. Je reviendrai éventuellement sur le process extraction, transformation, chargement si vous avez des questions. Voilà. Donc, en dépit de la facilité apparente avec laquelle on peut intégrer une CDP, il y a quand même quelques points d'attention qui devraient inciter les décideurs à bien mûrir leur réflexion en amont. C'est bien plus qu'un gadget, c'est un outil simple d'utilisation mais avec une arrière-cuisine qui est assez complexe. Surtout en termes de data.
J'ai regroupé les points d'attention en deux catégories, la tech et l'humain, un distinguo que l'on retrouve dans le fonctionnement et la philosophie de notre cabinet, qui est vraiment allié l'homme à la machine. Dans la présentation que je vous enverrai, il y a une présentation du cabinet. Vous avez donc d'un côté, sur la partie technique, donc déjà une fois l'outil installé, je vais devoir choisir mes sources. Donc là, c'est vraiment la stratégie du digital marketer. Ensuite, vous avez la migration des données. Même si on est sur un mode d'intégration très low code, avec très peu de code, il y a une intervention de la DSI est nécessaire. Donc, il faut un onboarding des équipes, expliquer les enjeux, etc. Vous avez la conception des dashboards, qui peut être technique. Ce qui m'intéresse, c'est juste rajouter 50 plateformes et si ce qui m'intéresse, c'est juste rajouter les 50 plateformes et non centraliser la restitution, je vais privilégier un outil comme par exemple Stitch. Si au contraire, on est dans une logique tour de contrôle, dans un environnement data très complexe, on va peut-être considérer une CDP qui accueille nativement de la business intelligence de haut niveau, comme Looker. Et donc là, on sera plus sur des acteurs comme Google Analytics 360 ou Adobe, la suite Adobe, etc. Ensuite, tenir compte de la SI, donc système d'information. Qu'est-ce qui est fait ailleurs? Il faut mutualiser. Est-ce qu'il faut mutualiser l'outil de business intelligence d'une autre business unit? Donc voilà, essayer de penser intelligemment l'intégration. Et enfin, les aspects de RGPD, data quality. Voilà, en cas de déversement dans des systèmes tiers, en cas d'utilisation de données sensibles, de données clients, il faut un mapping de la donnée et s'assurer que la donnée est de qualité. Côté humain, voilà, on a une prise en main rapide, efficace, qui passe par des ateliers, des workshops. On a des rôles et des responsabilités qui doivent être clairement définis. Donc ça peut être un RACI d'équipe, des fiches de poste, une revue des process. On a euh, et voilà. Et puis pour faire de la CDP un outil de tous les jours, il faut que les équipes se l'approprient, que l'outil ne tombe pas en désuétude, mais au contraire qu'il dure. Donc il faut un bon knowledge management, des best practices, des procédures. Je m'étends pas là-dessus. Alors l'approche Murano, très rapidement, parce que c'est pas non plus le but du jeu, mais on a une approche qui est quand même bien rodée maintenant sur ce type de mission, en trois étapes: un diagnostic, une recommandation et surtout la mise en œuvre. Donc, on ne se contente pas de faire une reco, on est capable d'accompagner sur la mise en œuvre jusqu'au suivi, sur le suivi et l'objectivation du ROI. Donc on est sur tous ces aspects qui allient à la fois la technicité et l'humain. Alors, un des aspects de la mission, c'est la sélection d'une CDP. C'est évidemment au centre de la mission et c'est assez complexe. Donc, je me suis dit que c'était pas mal de dire quelques mots là-dessus. La règle d'or, c'est voilà, de définir précisément les objectifs et les attentes avant de sélectionner la solution, on l'a dit. De bien être au clair sur les use cases, sur ce qu'on attend de la CDP. Voilà, je vous invite à consulter notre blog. On a une quinzaine de cas d'usage. Et enfin, on a surtout une analyse ad hoc, une analyse adaptée au CDP. On a établi une grille d'analyse qui couple 4 critères essentiels: la satisfaction client, le TCO, Total Cost of Ownership. Je pourrais revenir là-dessus, sur le fait que c'est vraiment important d'avoir une vision globale des coûts, et pas seulement le coût de la CDP, parce qu'il y a des coûts cachés, le temps d'installation, et enfin la richesse de l'écosystème. Par la suite, nous tenons compte de critères plus subtils, comme la simplicité du logiciel, qui croise prise en main, les prérequis techniques, etc. Et deuxièmement, la capacité du logiciel, c'est-à-dire dans quelle mesure il va permettre de remplir le cahier des charges du sponsor. Et on peut considérer ça comme une analyse complémentaire dans le cadre d'un accompagnement personnalisé de Murano. Là, je vous ai mis un petit extract de notre analyse de premier niveau. Vous avez 5 acteurs importants qui moi, m'ont beaucoup plu, très lisible, très complet. Je la détaille pas, hein, bien sûr. En revanche, elle fait partie de la présentation, donc vous pourrez regarder si vous voulez un premier aperçu des forces et faiblesses de ce type de logiciel. Voilà, donc évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus.
Alors, donc pour le mot de la fin, voilà, donc on n'est pas sur. Donc je me suis dit quand même que vous aimeriez pouvoir en parler autour de vous, parce que c'est un projet quand même assez complexe qui nécessite une mûre réflexion en amont. Donc vous avez un petit mémento avec voilà les points les plus importants. Euh, il me reste combien de temps à peu près, Charles? 10 minutes. Ouais. Donc je les lis très rapidement. Enfin, je vous les résume très rapidement. Donc, le premier point, c'est qu'il est enfin, il est devenu complètement indispensable aujourd'hui pour une entreprise de taille moyenne, que ce soit B2C ou B2B, de recourir directement ou indirectement au service d'un digital marketer pour promouvoir et vendre ses produits sur Internet. Deuxièmement, le rôle du digital marketer a évolué vers davantage de technicité, la nécessité d'une vraie maîtrise de la technologie, de l'écosystème technologique en marketing digital. Et il est devenu très difficile d'analyser efficacement la donnée dans, dans un monde régi par les lois du big data. Troisièmement, le DM va devoir se constituer une suite logicielle dont il aura la maîtrise afin de réaliser son triple mandat. Un, mieux connaître son client. Deux, améliorer l'expérience utilisateur. Et trois, convertir l'utilisateur en client. Quatrièmement, la suite logicielle en silo ne permet pas d'analyser efficacement la donnée. Cinquièmement, d'où le cinquièmement, une CDP peut être un moyen de simplifier la tâche. Ce n'est pas un logiciel indispensable, disons pour une PME avec une équipe digitale bien rodée, mais c'est un outil très pratique pour centraliser la donnée, pour couper des données très différentes en nature, de façon à pouvoir affiner la segmentation client. Trois, pour piloter plus efficacement son budget marketing, son trafic, son taux de conversion par canal, par appareil, par source de données. Voilà, donc en un mot, pour piloter son activité digitale. Sixièmement, la CDP fonctionne très simplement. Elle connecte des sources de données à une ou plusieurs interfaces. Pour choisir et intégrer une CDP, il vaut mieux suivre un plan, voire se faire accompagner. L'analyse coût-bénéfice ou business case est impérative, car la sélection ne va pas de soi. Deux, l'intégration peut être difficile. L'intégration des sources de données et l'interfaçage relève en partie de la data science. Trois, enfin et surtout, une fois intégré, il ne faut pas que son utilisation reste lettre morte. Donc on l'a dit tout à l'heure lors de la présentation de notre approche, mais il faut se poser les questions. Avez-vous le bon dashboard que le CDP va populer en continu? Est-ce que vous avez prévu les procédures permettant de passer la main efficacement, etc., etc. Voilà, donc 33, voilà. Oui, effectivement. Donc j'ai terminé. Il me reste à peu près 10 minutes pour répondre à des questions. Ok. Donc, alors j'ai parlé des DMP. S'il y en a parmi vous effectivement vous êtes nombreux à connaître les DMP, à utiliser des DMP. La différence entre les DMP et les CDP, alors c'est pas une question facile et on pourra en discuter en dehors du webinaire, mais dit très simplement, je dirais que la CDP va beaucoup plus loin que le DMP dans le raccordement des données d'une part, et que d'autre part le DMP est vraiment orienté diffusion des ads, targeting, quand la CDP vous permet vraiment de comprendre votre clientèle en intégrant des données offline. Donc le principe de la CDP, c'est que à partir du moment où la donnée a une consonance client, elle peut être absorbée, dit très simplement. Et ensuite, pouvez-vous expliciter la différence entre ETL et ELT? Quelqu'un qui a pris à la volée ces termes un peu techniques. Effectivement, je suis passé un peu vite là-dessus, mais ETL, extraction, transformation, load, donc chargement, et ELT, vous inversez le chargement et la transformation. C'est-à-dire que le chargement vient en premier, la transformation en deuxième. Sur la CDP, on est davantage dans une logique ETL. C'est-à-dire que, en fait, ce sont les éditeurs qui vont transformer la donnée grâce à des applications que vous avez, slide 6, qui sont dans le pilier central, comme Postgres, par exemple, qui sont des outils
de traitement de données de très haut niveau à travers des techniques de distribution, de parallélisation. Voilà, si on est vraiment sur du big data. Donc, retenez l'essentiel en 3 bandes: extraction, transformation, chargement. Ce qui fait que l'énorme avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre des ressources très coûteuses sur le raffinement, la transformation de la donnée en entrepôt de données, ce qui nécessiterait des data scientists, enfin des équipes très techniques et qui coûtent très cher, que ça soit, enfin, qu'il faille les internaliser ou en mode prestat. Donc la question suivante est un peu en rapport avec celle-là, c'est quel dispositif pour intégrer une CDP? Alors, on est sur de la data, donc vous ne couperez pas un data analyst. Alors, c'est pas un data scientist, hein. C'est quelqu'un qui va être capable de comprendre la donnée et de la mapper. Il faut passer par cette phase-là. Vous avez éventuellement besoin d'un data engineer si jamais des sources de données sont hors catalogue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les éditeurs, ils ont un catalogue d'applications, voilà, ou de plateformes, par exemple Twitter. Si vous avez des bases de données propriétaires, vous souhaitez les connecter, les hyper connecter, vous aurez besoin d'un data engineer, ne serait-ce que pour paramétrer les API. Voilà, donc je rentre pas trop dans le détail, mais on est vraiment sur des métiers data. Après, bien sûr, il vous faut aussi un chef de projet. Et moi, je pense qu'il est indispensable que des experts marketing d'une part et la DSI d'autre part, je l'ai dit tout à l'heure, soient impliqués sur cette mission. Voilà. Donc, je peux prendre encore 2-3 questions. Le pricing, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le pricing? Donc, ça dépend beaucoup du volume de données. J'ai parlé de TCO tout à l'heure, Total Cost of Ownership. En fait, c'est très important donc d'avoir une approche holistique du coût. Vous n'avez pas seulement le coût qui est affiché sur le site de l'éditeur de CDP. Généralement, c'est un abonnement, mais en fait, c'est un coût qui va varier en fonction du volume de données. Il y a un coût par requête qui est important. On facture souvent donc, à la volumétrie de données, au gigabyte. Donc, c'est très important de passer du temps sur le business case pour avoir une estimation précise de combien va vous coûter sur 1 mois, 6 mois, 1 an, à plus long terme, une CDP et plus globalement, en fait, une étagère logicielle. Parce que c'est un peu, c'est pas pertinent d'évaluer le coût d'une CDP en soi, il faut évaluer le coût de tout votre stack pour avoir une idée précise de l'impact sur votre budget global. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Enfin, donc je prends une dernière question. Il y a une question assez. Ouais, ok. Donc, je trouve que c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait que c'est un marché compliqué? Parce que pour beaucoup, ça a l'air compliqué. Je confirme. Même pour moi, c'était compliqué. C'est toujours compliqué aujourd'hui. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé très compliqué, c'est vraiment d'arriver à se forger une conviction sur les CDP. On a beaucoup de tendances marketing, parfois contradictoires, parfois un peu factices. La principale raison, c'est que ces tendances sont conceptualisées par les acteurs qui promeuvent ces solutions. Donc, on a un peu une sorte de conflit d'intérêts. Par ailleurs, donc on a une sorte de mimétisme qui est auto-entretenu par des rapports d'analyse. On reprend un peu toujours le concept. Donc, il y a un effet boule de neige de tendances qui, au départ, ne sont qu'un néologisme un peu flou, recouvrant une solution techno qui peut être intéressante technologiquement, mais qui n'a pas apporté sa preuve de marché, qui n'a pas, voilà, qui a pas en fait, qui a pas encore fait ses preuves. Je prends un exemple que je maîtrise assez bien, c'est HubSpot, donc sur le l'inbound marketing que vous connaissez probablement. Pour ceux qui ont fait du marketing, qui font du marketing, c'est une société qui dépense des millions pour se faire voir et ça marche. Mais quel est le véritable ROI de l'inbound marketing? Quel est le ROI incrémental sur l'outbound? On ne sait pas vraiment, c'est très difficile de savoir. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a une tendance.
et j'appellerai pas ça l'inbound, mais plus le fait que les internautes font de moins en moins attention aux publicités de type display que vous voyez donc quand vous allez sur un site internet, et de plus en plus l'internaute plébiscite une publicité propre, RSE, et ça passe aussi par de l'inbound marketing, donc avec des messages publicitaires un peu plus fins qui sont dans le corps d'un article, par exemple. Voilà. Donc on peut dire la même chose des CDP. Je finis sur cette question. Il y a 3 ans, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, tous les digital marketeurs ont entendu parler, mais très peu y ont recours. Donc on a un mélange de réticence à surfer sur une vague qui n'a pas montré sa consistance, et de temps aussi pour comprendre cette technologie. C'est aussi pour ça que Murano s'inscrit dans cette démarche un peu pédagogique de présentation de nouvelles technologies à travers ce cycle de webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation, et n'hésitez pas surtout à me contacter. Alors, je ne sais pas si dans ce webinaire, j'ai mis mon adresse. Mon adresse qui est edgar.dutreil@muranoconseil@attaché.com. Merci à tous. Bonne journée. Je ne sais pas si ça aide.